Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un mécanisme qui est partout autour de nous, mais qu'on ne voit pas forcément. Les échanges économiques. Pensez-y, le café qu'on boit le matin, le smartphone dans notre poche. Tout ça, c'est le résultat d'un système hyper complexe. Allez, c'est parti, on décrypte ensemble comment ça marche. Pour bien commencer, on va se poser une question, une sorte d'expérience de pensée. Imaginons une seconde, et si on devait tout, mais alors tout, fabriquer soi-même? Sa nourriture, ses vêtements, sa maison, ses outils. Franchement, à quoi ressemblerait notre quotidien? Eh bien, cette question, elle nous amène pile au cœur du sujet, le problème de l'autosuffisance. Sur le papier, ça peut paraître sympa, l'idée d'être complètement autonome. Mais en réalité, d'un point de vue économique, c'est un vrai casse-tête. Parce qu'en fait, soyons clairs, être 100% autonome, ce serait un cauchemar. C'est le summum de l'inefficience. Il faudrait être à la fois un agriculteur hors pair, un maçon super précis, un couturier de talent et un informaticien de génie. Bref, c'est juste impossible. Notre qualité de vie, elle, s'effondrerait complètement. Alors, comment on fait pour sortir de cette impasse? Eh bien, la solution, elle tient en un mot. Un concept tout simple mais absolument révolutionnaire, la spécialisation. C'est vraiment la première pièce du puzzle pour comprendre toute notre économie actuelle. La spécialisation, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est l'idée de se concentrer sur ce pour quoi on est le plus doué, que ce soit une personne ou une entreprise, peu importe. En se focalisant sur une seule tâche, on devient bien meilleur, bien plus efficace. Résultat, on est plus productif, on gagne mieux sa vie et la qualité de ce qui est produit, elle, grimpe en flèche. Et ça nous amène à un concept super important en économie, le fameux coût d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. À chaque fois qu'on choisit de faire quelque chose, eh bien on renonce à faire autre chose en même temps. Si on passe 1 heure à fabriquer une chaise, c'est 1 heure qu'on ne passe pas à faire du pain. Se spécialiser, c'est donc choisir de faire l'activité qui nous coûte le moins en termes d'opportunités manquées. Et les avantages, ils sont juste énormes. Grâce à la spécialisation, on peut échanger ce qu'on produit, notre spécialité, contre tout un tas d'autres choses produites par d'autres spécialistes. Ça fait augmenter les revenus, et si on regarde à plus grande échelle, c'est carrément le fondement du commerce international. Les importations, les exportations, tout ça part de là. Bon, jusque-là, tout semble parfait. Mais attendez une minute. Si le boulanger ne fait que du pain, et la couturière que des vêtements, comment le boulanger va-t-il s'habiller? Et la couturière, comment elle va manger? Hop, on vient de mettre le doigt sur un nouveau problème. Forcément, il faut bien un système pour que tout ce petit monde puisse échanger. Et c'est là qu'entre en scène ce qu'on appelle le circuit économique. Il faut voir ça comme une sorte de plan, une carte qui nous montre comment tous les acteurs sont connectés entre eux. La règle d'or de ce circuit, c'est qu'il y a toujours un double sens. Rien ne circule jamais à sens unique. Pour chaque chose réelle qui bouge, disons un bien ou un service, il y a forcément un flux d'argent qui part dans l'autre sens. C'est un principe de base. Alors, regardons d'abord le premier flux, le flux réel, celui qu'on peut, disons, toucher. D'un côté, il y a les ménages, les gens, qui fournissent leur travail aux entreprises. Et de l'autre, les entreprises, qui utilisent ce travail pour fabriquer des produits et offrir des services, services que les ménages vont ensuite consommer. Et juste en face de ce flux réel, on a le flux monétaire, le flux d'argent. C'est le miroir. En échange du travail, les entreprises versent des salaires aux ménages. Et avec cet argent, que font les ménages? Eh bien, ils achètent les biens et les services produits par les entreprises. Et voilà, la boucle est bouclée. Le système tourne. On voit bien que l'élément central, l'huile dans les rouages de ce grand mécanisme, c'est l'argent, la monnaie. Mais au fond, qu'est-ce que c'est la monnaie? Parce que c'est beaucoup plus que de simples pièces et billets. C'est littéralement l'invention qui a permis à ce système d'échange de fonctionner à grande échelle. Si on veut une définition simple, la monnaie, c'est n'importe quel moyen de paiement que tout le monde, au sein d'une communauté, accepte sans se poser de questions. Le mot-clé ici, c'est accepte. C'est une question de confiance collective. C'est cette confiance qui donne toute sa valeur à la monnaie. Pour qu'une chose soit considérée comme de la monnaie, elle doit cocher 3 cases, remplir 3 fonctions essentielles. Premièrement, elle doit servir d'instrument d'échange pour acheter et vendre facilement. Deuxièmement, elle doit être une réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la mettre de côté, épargner, sans qu'elle perde sa valeur du jour au lendemain. Et troisièmement, elle doit servir d'unité de compte, une sorte de mètre pour mesurer la valeur de n'importe quoi et fixer des prix. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, à quoi ressemble la monnaie concrètement aujourd'hui? Parce que, évidemment, sa forme a énormément changé au fil du temps. Aujourd'hui, on a principalement 2 grandes formes de monnaie. D'un côté, la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie physique, les pièces et les billets qu'on a dans le portefeuille et qui est émise par la Banque centrale. Et de l'autre, la monnaie scripturale.
Ça, c'est la monnaie dématérialisée. Ce sont juste des écritures, des chiffres sur nos comptes en banque qui bougent quand on utilise notre carte, qu'on fait un virement ou un chèque. Et là, attention, accrochez-vous bien parce que le chiffre qui suit change complètement la vision qu'on a de l'argent. Aujourd'hui, 90% de toute la monnaie qui circule est scripturale, donc immatérielle. Oui, 90%, ce ne sont que des lignes de code et des jeux d'écriture entre les banques. Nos pièces et nos billets, en fait, c'est juste la toute petite partie visible de l'iceberg. Ce graphique le montre bien, la proportion est juste écrasante. Ça veut dire que notre économie moderne, elle ne tourne pas vraiment sur du papier ou du métal, mais avant tout sur des flux d'informations numériques. Et un petit mot sur les nouvelles formes de monnaie qui apparaissent. Les crypto-monnaies, par exemple. Pour l'instant, les économistes ne les considèrent pas comme de la vraie monnaie, parce qu'elles ont du mal à remplir nos 3 fameuses fonctions, surtout celle de réserve de valeur. C'est beaucoup trop volatile. Et puis, il y a les monnaies locales. Elles, ce sont de vrais moyens de paiement, mais comme leur nom l'indique, on ne peut les utiliser que dans une zone géographique très limitée. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour le futur. Avec la numérisation qui s'accélère, l'arrivée de nouvelles technologies, la forme même de la monnaie pourrait être totalement bouleversée. La vraie question, c'est est-ce que la monnaie de demain existera même encore sous une forme qu'on peut imaginer aujourd'hui ? Le débat est ouvert.